Bonjour, on va vous présenter aujourd'hui un petit aperçu sur les diarrhées infectieuses. Comment la conduite à tenir devant des diarrhées infectieuses. Bon, je me présente, on va présenter ce TD avec Dr Belabbès, infectiologue CHU d'Oran. Donc, le but de ce TD, c'est de poser un diagnostic étiologique devant toute diarrhée, c'est-à-dire l'origine, est-ce qu'elle est d'origine bactérienne, virale ou bien parasitaire, la conduite à tenir et la prise en charge thérapeutique en urgence puis ultérieure. Donc on commence. Les diarrhées, leur définition, les diarrhées sont associées à une morbidité et une mortalité élevée dans le monde. Elles sont le motif fréquent de consultation. Elles sont souvent d'évolution bénigne, mais pouvant être graves chez certains sujets, certains terrains bien précis, comme les sujets âgés, les sujets diabétiques ou bien multitarés et les sujets de bas âge, c'est-à-dire les nourrissons. La mise en route d'un traitement rapide et bien adapté est bien impérative. Donc, les diarrhées, il ne faut pas banaliser une diarrhée quand même, c'est une urgence. Elle considère une urgence diagnostique et thérapeutique. La définition, donc, il s'agit pas, on ne va pas dire toute émission de sel liquide, c'est une diarrhée. La diarrhée se définit comme émission de sel trop rapide et trop liquide, dépassant 3 sels par jour, ou bien une quantité estimée supérieure à 300 cc par jour d'eau. Les diarrhées infectieuses peuvent être d'origine, bien sûr, bactérienne, ou bien virale ou parasitaire. Elle peut être aussi d'origine fongique sur des terrains bien précis, comme les cancéreux et les sujets infectés par le virus de l'immunodéficience humaine. Elles sont parfois secondaires à la prescription d'antibiotiques. Donc, quand un malade vient chez nous en consultation et il réclame qu'il fait des diarrhées, il faut la première question à poser à ce patient, le nombre de sels par jour. S'il vous dit une seule par jour, j'ai fait des sels liquides parce que j'ai pris des boissons ou bien des solutions liquides, c'est pas une diarrhée infectieuse. Il s'agit d'un trouble de transit mécanique et c'est tout. Mais il faut au moins 3 sels par jour ou bien une quantité de liquide estimée à 300 cc ou plus. Ok, on a compris ça. Ça, c'est pour dire que le patient présente une diarrhée. Et puis, l'enquête étiologique, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une diarrhée virale ou bien bactérienne ou bien parasitaire, selon le tableau clinique. Pour comprendre le tableau clinique des diarrhées infectieuses, il faut tout d'abord comprendre la physiopathologie. La physiopathologie est très intéressante et importante. Donc, le tableau clinique dépend des moyens de défense de l'hôte, des mécanismes de la virulence du germe qui peuvent être soit par libération d'une toxine à l'origine d'une atteinte de la fonction sécrétoire, c'est-à-dire ce germe, généralement c'est une bactérie, elle va libérer des toxines au niveau du tube digestif de l'intestin et elle va entraîner une perturbation de la fonction sécrétoire et par conséquence on remarque des diarrhées d'importance, des diarrhées importantes, il y a une émission de liquide très importante et on appelle ça le syndrome cholériforme. Ça sous-entend choléra. Pourquoi? Parce que l'émission de liquide, elle est très importante et très remarquable qu'elle va nous faire penser au choléra. Mais effectivement, le premier germe qui est en cause, c'est le Vibrio cholerae. Mais il y a d'autres germes, c'est pour ça qu'on appelle un syndrome cholériforme. Ça ressemble au choléra. Puis, ça c'est le mécanisme sécrétoire, c'est-à-dire il y a une altération de la fonction, c'est-à-dire de la fonction sécrétoire sans altération, sans lésion de la muqueuse intestinale. Le deuxième mécanisme, c'est l'atteinte, c'est le caractère invasif, c'est-à-dire une destruction des structures villositaires et par conséquence une altération de phénomène d'absorption et on appelle ça un syndrome dysentérique.
Et la différence entre le syndrome cholériforme et le syndrome dysentérique, c'est-à-dire le syndrome cholériforme, on remarque une émission très importante de liquide, très remarquable. Par contre, dans le syndrome dysentérique, il y a toujours l'émission de liquide, de sel liquide, mais il y a aussi un phénomène dysentérique, c'est-à-dire un syndrome qui est remarquable par l'intensité de la douleur et la présence de diarrhée mêlée de sang. Des fois, il y a certains germes qui peuvent être responsables des deux mécanismes, c'est-à-dire une altération de la fonction sécrétoire, mais pas comme les germes qui sont responsables du syndrome cholériforme. Il y a à un moindre degré associé à une altération de la fonction d'absorption ou bien d'un mécanisme invasif. Et elle va donner presque les deux tableaux cliniques vont être associés. Donc, on a compris que s'il y a une altération de la fonction sécrétoire, il s'agit d'un syndrome cholériforme. S'il y a une altération des phénomènes d'absorption, il y a une lésion intestinale, il s'agit d'un syndrome dysentérique. S'il y a altération des deux, c'est le syndrome cholériforme et dysentérique. La différence, il y a certains germes qui sont responsables du syndrome cholériforme, d'autres qui sont responsables du syndrome dysentérique et d'autres qui sont responsables, qui peuvent donner les deux tableaux associés et donc les deux mécanismes. On doit comprendre ça parce que quand un malade vient en consultation et quand vous allez constater qu'il présente une diarrhée infectieuse, vous devez savoir de quel germe s'agit-il. Donc, il faut faire l'enquête étiologique, l'examen clinique pour classer ce malade. Est-ce qu'il présente un syndrome cholériforme? Je dois penser à tel et tel germe. S'il fait un syndrome dysentérique, je dois penser à tel et tel germe. Et s'il fait un mécanisme associé entre les deux syndromes, je dois penser à telle ou telle catégorie de germes. On va tout détailler après dans les diapos suivantes, sauf pour vous expliquer. Donc, en plus, ça, c'est pour l'enquête étiologique. Mais quand un malade vient en consultation, il faut tout d'abord éliminer une urgence. Entre-temps, on examine notre malade pour classer les syndromes. Donc, la première urgence qui doivent être éliminées et doivent être prises en charge, c'est la déshydratation. Le plus souvent, elle est d'origine extracellulaire. Comment on va le savoir? Par la présence d'un flux cutané. On remarque un malade qui a des cernes oculaires, une dépression de la fontanelle chez le nourrisson, des extrémités qui sont froides, et on remarque des marbrures cutanées. C'est des colorations violacées au niveau des cuisses et au niveau des cuisses. Et le collapsus, c'est-à-dire une hypotension mal corrigée ou bien difficilement corrigée ou non corrigée. Et l'oligurie, c'est quoi l'oligurie? C'est la diminution d'émission des urines durant 24 heures. On remarque, le malade va vous dire que depuis hier ou bien depuis 24 heures ou 3 jours, j'urine mais d'une manière vraiment insuffisante par rapport à l'habitude. Parfois, le tableau associé à des signes de déshydratation intracellulaire, c'est-à-dire quand la déshydratation s'aggrave et la prise en charge n'est pas à temps, cette déshydratation peut s'aggraver de l'extracellulaire vers l'intracellulaire et on va voir qu'un malade présente ces signes de déshydratation intracellulaire qui sont la sensation de soif, la sécheresse des muqueuses buccales et conjonctivales et parfois les troubles de la conscience, c'est-à-dire un délire, troubles de comportement qui sont en rapport avec l'hyponatrémie et qui peuvent aller jusqu'au coma. Ça, c'est pour la déshydratation. Pour le syndrome de la deuxième urgence qu'il faut éliminer chez un patient qui vient en consultation présente une diarrhée, c'est le syndrome pseudo-occlusif. Il peut être fait d'une colite grave ou bien d'une hypokaliémie. L'hypokaliémie, c'est pour ça qu'il faut rechercher les signes d'hypokaliémie et d'hyponatrémie, parce que l'hypokaliémie peut entraîner un syndrome pseudo-occlusif ou bien des complications iatrogènes liées à la prise d'inhibiteurs de la motricité intestinale. Des malades qui prennent aléatoirement le traitement, donc ils prennent les inhibiteurs de la motricité intestinale et vont entraîner, ces médicaments vont entraîner un syndrome pseudo-occlusif. Il faut aussi
quand il s'agit de causes bactériennes, il faut éliminer le sepsis grave, le sepsis ou bien les formes bactériémiques. C'est quoi le sepsis? C'est la dissémination de la bactérie dans le sang. Donc la bactérie, elle est localisée au niveau du tube digestif. Elle va entraîner donc des diarrhées. Ces diarrhées-là, si elles ne sont pas bien prises en charge à temps, cette bactérie va trouver l'occasion pour se disséminer dans le sang et donc entraîner un tableau de sepsis, c'est-à-dire des signes le syndrome de réponse inflammatoire systémique qui est fait d'une fièvre, d'une tachycardie, d'une polypnée, d'une hypotension, associée à des signes cliniques à des signes de diarrhée qui sont des diarrhées liquides avec douleur abdominale et tout. Le contexte, la présence de diarrhée avec le syndrome de réponse inflammatoire systémique ou bien deux signes du syndrome de réponse inflammatoire systémique, ça va donner un tableau de sepsis. Donc, aussi, il faut, chez un malade qui vient consulter pour des diarrhées, il faut éliminer les diarrhées autour d'une zone d'endémie palustre. Parce que c'est une diarrhée quand même que doivent être pris en charge en urgence. Alors, ça c'est pour les urgences. Donc, il y a 4 urgences qu'on doit éliminer. Maintenant, si on a éliminé ces urgences-là, ou bien on a jugulé, maintenant, la déshydratation, ou bien le syndrome pseudo-occlusif, donc on est tranquille et on peut faire notre enquête étiologique pour classer. Donc, la première des choses, il faut faire un interrogatoire minutieux qui va chercher l'âge du malade, le terrain, s'il est diabétique, insuffisant rénal, un immunodéprimé, cancéreux, infecté par le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, les circonstances de survenue. Parce que ça va nous aider vers l'enquête et la recherche du germe responsable. Est-ce que c'est un caractère isolé ou l'existence d'une toxi-infection alimentaire collective dans un cadre familial, crèche, dans une entreprise, donc un caractère collectif. La notion de voyage en zone tropicale pour voir s'il s'agit d'une diarrhée d'origine parasitaire, c'est le paludisme. Le type d'aliment potentiellement contaminant parce que il y a une affinité pour les aliments. Chaque germe a une affinité. Par exemple, s'il s'agit de charcuterie, de viande blanche, donc il faut penser au staphylocoque ou bien toxine de staph. S'il s'agit de laitage non pasteurisé, il faut penser à la listériose, donc les œufs, la pâtisserie, les glaces, tout ça, ça va vous aider pour l'enquête étiologique. Le délai a sa part, a son rôle pour poser le diagnostic. Le délai écoulé entre la prise alimentaire et le début des troubles digestifs. C'est-à-dire, vous allez demander au malade quand est-ce que vous avez pris le dernier repas. Il va vous dire 21h ou bien 23h. Et à quelle heure vous avez eu les problèmes de diarrhée, il va vous dire 6 heures après ou bien 2 heures. J'ai senti un malaise avec des épigastralgies, puis une petite douleur abdominale, puis des diarrhées. Ça va vous aider parce que la durée écoulée entre la prise du dernier repas, de l'aliment suspect plutôt, et la première heure d'apparition des symptômes va nous aider dans l'enquête étiologique. Et la prise récente d'antibiotiques aussi va nous aider dans le diagnostic. Puis, il faut aussi demander aux patients le mode de début. Brutal, insidieux, bien chronique, et oui, ça va vous aider aussi dans l'enquête étiologique. Les caractéristiques des diarrhées, l'aspect, est-ce que ce sont des diarrhées liquides, trop liquides, résiformes? Est-ce que ce sont des diarrhées qui sont sont remarquables par la présence de grumeaux? Parce que ça va vous aider aussi au diagnostic. La couleur, est-ce qu'elles sont verdâtres, mêlées du sang? Ça va nous aider aussi au diagnostic. Elles sont blanchâtres, si elles sont blanchâtres. Et les signes d'accompagnement, quel que soit digestif ou extra-digestif. La fièvre, ça témoigne aussi vers la cause bactérienne, les céphalées, les nausées, les vomissements, la douleur abdominale, est-ce qu'elle est localisée ou bien étendue, la contracture. Et aussi, il faut chercher s'il y a la notion de présence d'épreintes et des ténesmes et des rectorragies. Tout ça va vous orienter vers le diagnostic et bien sûr les facteurs de risque.
On va commencer par l'examen clinique. Puis après l'interrogatoire, on va examiner notre malade. On va examiner notre malade. En premier lieu, on va voir l'état général du patient. Est-ce qu'il a un état général qui est bon, moyen, altéré? Rechercher les signes de déshydratation comme on a cité tout à l'heure. La conscience, on doit voir, c'est-à-dire stadifier le malade. Est-ce qu'il a une conscience altérée ou non par le score de Glasgow? La pâleur cutanéo-muqueuse. La prise de tension artérielle à la recherche d'un collapsus. Quoi aussi le pouls? Est-ce qu'il a un pouls qui est rapide en rapport avec une tachycardie ou bien un pouls qui est filant? La température, si elle est élevée, ça oriente vers une cause bactérienne. S'il présente des signes d'hypothermie, c'est-à-dire une température qui est basse, ça témoigne vers les signes de choc, du collapsus. La palpation abdominale pour apprécier l'intensité de la douleur et l'aspect de l'abdomen souple ou distendu. Au terme de l'interrogatoire de l'examen clinique, 3 situations peuvent être distinguées. Alors, la première situation, c'est-à-dire quand on va finir l'examen clinique et l'interrogatoire, on va voir si ce malade présente un syndrome colériforme, ou bien si elle présente un syndrome dysentérique, ou bien un syndrome gastro-entéritique, c'est-à-dire l'association des deux. Pour le syndrome colériforme, le tableau se fait par des diarrhées qui sont abondantes, on a parlé déjà de ça, avec des selles qui sont liquides, profuses. Les germes qui sont responsables, le premier germe qui est responsable, c'est le Vibrio cholerae. L'incubation, c'est le responsable du choléra. On a eu une épidémie de choléra, ça fait 2 ans de cela, en Algérie. Et c'était quand même une épidémie qui a touché la région de Blida. On a eu des cas graves avec des décès parce que c'est un germe qui est responsable de diarrhée très importante qui évolue vers l'état de choc et le collapsus et vers la mort en quelques heures. Donc, le tableau clinique, il est d'installation brutale. Déjà, l'incubation, elle est très courte, elle est brève, de 12 à 72 heures. Le tableau clinique, il s'installe sans prodrome, sans alerte à l'apparition de vomissements incoercibles, de diarrhée très aqueuse, indolore, d'odeur fade, afécale, riziforme. Elle sent la couleur du riz, eau de riz, du fait de l'émission de grumeaux blanchâtres, émise sans ténèbres, ni étreinte, ni douleur abdominale, ni rien que d'émission de liquide par voie orale et anale, c'est-à-dire les vomissements incoercibles et les diarrhées importantes, liquides, elles sont trop liquides. Elles aboutissent à une déshydratation globale, c'est-à-dire intra- et extracellulaire, avec un collapsus et anémie. La température, généralement, elle est soit normale ou basse, les signes de collapsus, et on peut voir à l'état frais des bacilles incurvés en virgule. La coproculture confirme le diagnostic. Donc ça, c'est le Vibrio cholerae. Le deuxième germe qui est responsable du syndrome cholériforme, mais à moindre degré que le choléra, c'est le Escherichia coli entérotoxinogène. Principale cause des diarrhées des voyageurs, tourista. Diarrhée peu sévère, fait de sel hydrique, associée à des douleurs abdominales, nausées, vomissements et un peu de fièvre. La régression des symptômes se fait en 2 à 4 jours. La troisième bactérie qui est responsable, ou bien c'est la toxine du Staphylococcus aureus, qui se trouve surtout dans la pâtisserie et la viande du poulet. Donc Clostridium aussi, perfringens et Bacillus cereus sont aussi responsables de toxi-infections alimentaires et qui peuvent aussi donner le syndrome cholériforme. Donc, ça, pour les causes bactériennes, il y a le Vibrio cholerae, il y a Escherichia coli entérotoxinogène, la toxine, il y a la toxine du staphylocoque, il y a le Clostridium perfringens et il y a le Bacillus cereus, responsable de toxi-infections alimentaires. Pour les causes virales, surtout chez l'enfant, sont très fréquentes chez l'enfant. Les virus sont le rota et le norovirus qui se manifestent par des diarrhées profuses, nausées, vomissements, des douleurs abdominales
quelquefois la fièvre, l'évolution elle est souvent bénigne. Et puis, il y a autre cause, c'est aéromonase et plésiomonase shigelloïde. Le réservoir se trouve dans les eaux douces. L'homme se contamine par contact ou bien par baignade ou bien ingestion d'eau contaminée. Ce sont des parasites. Hein? La cinquième cause, il s'agit de parasites. Alors, ça c'est pour le syndrome cholériforme. Il y a les causes bactériennes qui sont le Vibrio cholerae, ça j'en ai déjà parlé. Il y a Escherichia coli entérotoxinogène, c'est-à-dire la toxine, la souche toxinogène de l'Escherichia coli, parce que dans l'Escherichia coli, il y a plusieurs souches. La souche toxinogène qui est dans le syndrome cholériforme, il y a la toxine du Staphylococcus aureus, il y a le Clostridium perfringens, il y a le Bacillus cereus. Ça, c'est pour les causes bactériennes. Pour les causes virales, surtout chez l'enfant, le Nora et le rotavirus, qui sont très bénignes et qui peuvent rentrer dans l'ordre sans traitement. Et il y a la troisième cause, c'est les causes parasitaires qui sont plésiomonase et Bacillus shigelloïde. Pour le syndrome dysentérique, il associe, maintenant ça c'est pour le syndrome on va commencer maintenant le syndrome dysentérique. Il associe à des selles nombreuses, afécales, glaireuses, mycopurulentes, la coloration, on trouve la coloration verdâtre qui sont parfois mêlées du sang. Parce qu'il y a une altération de la fonction sécrétoire, il y a une altération du phénomène d'absorption, il y a une lésion intestinale, donc il y a du sang dans les selles, des douleurs abdominales diffuses ou coliques en cadre, des épreintes et des ténèbres, vomissements. La présence de fièvre dépend de l'étiologie. S'il s'agit de fièvre qui présente un syndrome dysentérique avec fièvre, il faut penser à la shigellose. L'absence de la fièvre fait penser à l'amibiase colique. Donc, on va parler un peu de la shigellose. La contamination se fait par ingestion d'aliments en d'eau souillée ou par transmission interhumaine directe. L'isolement se fait par la coproculture. Elle est responsable, la shigellose, c'est une bactérie. Elle est responsable du syndrome dysentérique. Il y a aussi autres bactéries, autres souches qui sont la souche entéro-invasive de l'Escherichia coli. La souche entéro-invasive, elle est responsable du syndrome dysentérique, alors que la souche toxinogène, elle est responsable du syndrome cholériforme. Aussi, la souche hémorragique, elle est responsable du syndrome dysentérique. Donc, pour Escherichia coli, il est présent dans le syndrome cholériforme et le syndrome dysentérique. Mais dans le syndrome cholériforme, c'est la souche entérotoxinogène. Pour le syndrome dysentérique, c'est la souche entéro-invasive et entéro-hémorragique. Aussi, l'amébose colique, Entamoeba histolotica, c'est un parasite qui est responsable du syndrome dysentérique. La différence, c'est dans les causes, pour la shigellose, entre comment on peut faire la différence entre la shigellose et l'amibiase, c'est la présence de fièvre dans la shigellose puisque c'est une bactérie et l'absence de la fièvre dans l'amibiase parce qu'il s'agit d'un parasite et les deux sont responsables du syndrome dysentérique qui s'est fait de diarrhée, mêlée du sang, mycopurulente par mêlée du sang, douleur abdominale diffuse, épreinte, ténèbres et vomissement. Alors, le troisième syndrome, c'est le syndrome gastro-entéritique. C'est l'association entre les deux syndromes. Ce sont des diarrhées, mais qui sont banales, c'est un syndrome qui est à moindre degré. Il se manifeste par des signes cliniques qui sont à moindre degré. Il s'agit de diarrhée banale, associée à des selles liquides fréquentes, des douleurs abdominales diffuses et des vomissements et fièvre, parfois une fièvre. Les germes en cause sont les salmonelloses, donc Salmonella enteritica, Campylobacter jejuni, Yersinia et toujours Escherichia coli, mais entéropathogène. Il existe d'autres causes qui sont responsables du syndrome de diarrhée, ce sont surtout sur terrain ou bien selon la région. Donc, comme la giardiose, l'ambliase se trouve surtout chez les voyageurs. Donc, le diagnostic se fait par la parasitologie des selles, la bilharziose digestive. Cliniquement aussi, le diagnostic, elle se trouve où c'est dans le côté de Nil et tout. Donc, le diagnostic se fait par la parasitologie des selles. Le paludisme, en cas de retour en zone d'endémie
palustre. Aussi, le diagnostic se fait par la goutte épaisse, le frottis du sang. Et la cryptosporidiose se trouve surtout chez les patients atteints de l'infection à VIH, traduit par un syndrome cholériforme chronique nécessitant une réhydratation difficile. Autre cause aussi, le cytomégalovirus aussi est responsable de diarrhée parce qu'il va entraîner des érosions et des invasions intestinales et par conséquent, il s'agit de diarrhée d'évolution chronique, mêlée de sang avec des poussées de douleurs abdominales. L'infection à VIH aussi, le virus lui-même VIH peut être responsable aussi de diarrhée. Et en dernier lieu, les diarrhées post-antibiotiques. Tout traitement antibiotique administré, quel que soit par voie orale ou désolé, peut entraîner un déséquilibre de la flore intestinale. Cet antibiotique peut entraîner aussi une pilulation. Donc, soit il va altérer la fonction, la flore intestinale par conséquence des diarrhées, ou bien il va aider le Clostridium difficile à se piluler, c'est-à-dire à la pilulation se multiplier et donner une colite pseudomembraneuse. Maintenant, on a détaillé les causes de diarrhée, la prise en charge, on a éliminé les urgences. Maintenant que les examens, on doit citer des examens complémentaires qui sont nécessaires en cas de diarrhée infectieuse. Donc, en premier lieu, on peut rechercher des leucocytes dans les selles par un test par bleu de méthinèle. Donc, rarement utilisé. La coproculture qui est très utilisée dans le diagnostic des diarrhées. Donc, c'est un examen nécessaire et la parasitologie des selles. Ces deux examens sont très nécessaires et sont utiles pour poser le diagnostic étiologique. La recherche des virus peut se faire aussi par microscopie électronique. Il a un intérêt épidémiologique et on peut demander aussi d'autres bilans à la recherche des signes de gravité, le bilan sanguin qui est pour l'FNS à la recherche d'une anémie, ionogramme sanguin à la recherche d'une hyponatrémie ou bien une hypokaliémie. L'hyponatrémie donne des troubles de conscience, l'hypokaliémie, le collapsis et donc le tableau pseudo-occlusif. La fonction rénale à la recherche d'une insuffisance rénale, surtout si le malade réclame une oligurie. La glycémie, toute infection peut déséquilibrer ou inaugurer un diabète. L'hémoculture en cas de fièvre, aussi ça va nous aider dans le diagnostic. Les examens endoscopiques, leur indication est très limitée, surtout dans le cadre de diarrhée d'évolution chronique. Maintenant, on a cité les examens nécessaires et utiles pour le diagnostic. On va parler maintenant du traitement. Le traitement, la première chose, il y a deux paliers. Il y a le palier curatif et préventif. Dans le palier curatif, il faut tout d'abord corriger les désordres hydroélectrolytiques par réhydratation adaptée. Et puis, il faut lutter contre l'infection, c'est-à-dire donner le traitement antibiotique ou bien antiparasitaire selon la cause. Et aussi lutter contre les complications qui sont la déshydratation, l'insuffisance rénale, l'anémie. Il faut corriger tous ces problèmes. Donc, en cas de diarrhée, de déshydratation modérée, l'absence de vomissement et pas de signe de choc, la réhydratation se fait par voie orale. C'est tout. Selon l'OMS, on donne des solutions de réhydratation orale en sachet diluées dans un verre d'eau. Cette soluté est donnée par voie orale toutes les heures au début, ensuite ajustée suivant la demande jusqu'à l'amélioration clinique. Ça, en absence de vomissement et en absence de signes de choc. Si la déshydratation est importante, la correction de signes de choc se fait par voie IV, c'est-à-dire intraveineuse. Donc, il faut corriger. Donc, la réhydratation et le remplissage vasculaire se fait par voie intraveineuse. Il faut aussi associer le traitement symptomatique qui sont les antiémétiques, c'est-à-dire qui agissent contre les vomissements, les antispasmodiques contre les douleurs coliques et aussi les mesures prophylactiques. Donc, maintenant, les mesures prophylactiques, c'est le deuxième palier du traitement. Donc, le traitement des corrections des désordres métaboliques et hydroélectrolytiques, correction lutte anti-infectieuse, c'est-à-dire le traitement antibiotique ou antiparasitaire, la réhydratation et maintenant le traitement symptomatique, c'est-à-dire les antiémétiques et les antispasmodiques et
quand on finit, il faut préciser et insister sur les mesures prophylactiques qui sont le repos, surtout en cas de diarrhée à caractère épidémique, c'est-à-dire contagieux comme le choléra, la fièvre typhoïde et tout. Donc le repos, l'isolement entérique du malade, les mesures hygiéno-diététiques, l'exclusion du lait, de la viande, du gluten, la prescription de la soupe de carottes, des bouillons, de la crème de riz et les pommes râpées. Okay? L'antibiothérapie a son but pour réduire l'intensité et la durée des diarrhées, réduire le risque de la diffusion bactériémique chez certains terrains et réduire l'intensité de l'extraction fécale afin d'éviter la transmission interhumaine. Donc, le traitement préventif repose surtout aussi sur l'hygiène de l'eau, de l'alimentation, sur la propreté des mains et associé aussi à des contrôles des chaînes alimentaires. Ces mesures sont à respecter, surtout lors d'un voyage dans un pays à bas niveau d'hygiène. Je vous remercie.